Un premier témoignage envoyé par Eddy de Halle. Les faits se passent à l'entrée d'une discothèque il y a quelques semaines, précise cette personne. Au motif que nous n'avons pas de carte de membre, le portier nous refuse l'entrée. Nous croisons alors des garçons, leur demandons si c'est vrai. Ils n'en ont pas non plus, mais franchissent facilement la porte. La différence entre eux et nous, ni l'âge ni le style vestimentaire. Nous sommes black. Nous essayons un autre établissement, même scène. Pourtant, termine ce téléspectateur, je suis belge, cadre dans une grande entreprise. Voilà le monde dans lequel nous vivons en 2009. Radon Boulal, c'est le monde dans lequel on vit en 2009 ou c'est la Belgique dans laquelle on vit en 2009 ? C'est certainement la Belgique, mais il y a d'autres États européens où on vit la même chose. Ce cas est absolument classique de discrimination dans les boîtes de nuit. Vous avez des personnes qui ont envie de s'amuser, des jeunes qui ont les moyens pour sortir, etc. Et on leur refuse l'entrée parce qu'ils sont noirs, arabes, turcs ou autres. La difficulté, évidemment, c'est que souvent la discrimination, même si elle est brutale et directe, se fait sous couvert de motifs objectifs. On dit, comme ici la carte de membre, par exemple. Vous n'avez pas la carte de membre, tiens, vous n'êtes pas un habitué, ce soir vous n'êtes pas accompagné, monsieur. Et en réalité, derrière ces critères qui semblent être des critères objectifs, la réalité c'est qu'on ne veut pas des personnes parce qu'ils sont quelque chose qu'on considère comme pas acceptable dans la tête de celui qui discrimine. C'est tout à fait inacceptable. Parce qu'on imagine évidemment les frustrations, l'humiliation que ça peut représenter. C'est très humiliant, c'est très très humiliant. On a lancé les premiers testings en matière de boîtes de nuit il y a 5-6 ans déjà, et c'est chaque fois la même chose, c'est le même ressenti. Donc testing, vous entendez par là donc des jeunes que vous envoyez se présenter à l'entrée de oui, c'est ça. Donc il ne s'agit pas de provoquer la boîte, mais quand on entend que dans telle ou telle boîte des faits de ségrégation se répètent, à ce moment-là, on constitue des groupes de jeunes, on les forme. Je le dis aussi pour encourager le jeune qui est venu se plaindre chez vous. S'il vient chez nous, on pourrait faire cela avec lui, avec ses amis. Et est-ce qu'il existe alors aujourd'hui, enfin la question posée à l'un et à l'autre, des listes noires de discothèques ? Alors, oui, enfin, il y a en tout cas certains dancing qui sont un peu plus connus pour ce genre de pratique. Mais c'est pour vous dire comment on essaie de lutter. Alors, il y a les testings, il y a qu'il faut se plaindre et qu'il ne faut pas se laisser faire. Ce que nous faisons aussi, c'est de prendre contact avec les communes qui ont un pouvoir sur le RECA et de voir ce qu'on peut faire et qu'il y ait une communication, de la sensibilisation et éventuellement déjà de la prévention qui soit faite. Je voudrais rappeler quelque chose, c'est que très souvent les tenants de restaurants ou de dancing disent « Ah, mais moi je ne suis pas raciste, mais ce sont mes clients. » Et donc, il faut toujours dire que l'argument client ne vaut pas. Hein, que ce n'est pas parce que vos clients vous demandent de discriminer que vous pouvez discriminer. Maintenant, c'est un secteur concurrentiel, ce n'est pas facile, et donc la loi c'est la loi et il faut la faire respecter, mais d'un autre côté, tout ce qu'on peut faire en termes de prévention, de sensibilisation, de bonnes pratiques, il y a des bonnes pratiques. Edouard Delruel, on vient de parler ici, donc on a un fait de discrimination lié à la race. Dans l'étude que vous venez de publier, il y en a bien d'autres, on va les découvrir. On peut être discriminé aussi sur base du handicap, de la religion, de l'âge, de l'orientation sexuelle aussi, c'est bien ça. Voilà, ce sont les principaux chiffres, et même religion et race, souvent on doit les lier parce que religion c'est souvent l'islam, et donc c'est souvent aussi indirectement une forme de racisme. Hein, donc... Des fois ils se croisent aussi, ils se cumulent. Hein. Des fois vous êtes à la fois musulman et femme, et vous êtes discriminé du cumul de deux critères. Et alors, cette discrimination, on la retrouve dans la recherche d'un emploi, hein, c'est dans le top 5 entre guillemets que vous avez réalisé, c'est ça? Voilà, donc les secteurs, c'est principalement l'emploi, top Internet, 4, ouais. je vais y venir, vie sociale, c'est tout ce dont on vient de parler, l'exemple de la discothèque, et puis le logement qui est évidemment aussi très classique. Alors là, Internet, c'est un point qui vous tient très à cœur parce que c'est une des, entre guillemets, nouveautés. Voilà, enfin on constate depuis 2-3 ans vraiment sur Internet des propos qui sont tout simplement de l'incitation à la haine, de l'injure, soit raciale, soit homophobe, hein, c'est pas seulement du racisme. Et pour nous c'est un grand point d'inquiétude parce qu'on voit vraiment se développer, alors sur des blogs parfois qui sont vraiment haineux en soi, mais y compris sur des forums tout à fait respectables de grands médias, des propos. Et en général, ça part d'une petite blague ou de quelque chose qui n'est pas très agressif, et puis le ton monte, et il y a une sorte d'emballement, et à la fin, on arrive à des choses qui sont tout simplement de l'incitation. Ce sont des faits qu'on vous signale aussi, Radon Boulal ? Oui, tout à fait. L'emploi est le premier secteur chez nous aussi. C'est là où on a le plus de plaintes. Et puis, on a un top un peu différent, mais c'est aussi parce que le MRAX est compétent dans toutes les régions du pays. On n'est pas seulement fédéral, mais on travaille aussi dans les communautés, dans les régions. Et alors, nous avons emploi, violence policière. Oui. Nous avons emploi, violence policière et enseignement.
Donc ça, c'est vraiment les 3 zones alertes que nous avons en matière de discrimination raciste. Alors, la discrimination sur base du handicap, on vient de le voir, c'est aussi une réalité. Anne-Pascale Godard de Durbuy, qui est une personne à mobilité réduite, en souffre. J'ai 29 ans, j'aimerais me mettre en ménage, mais si je le fais, je perds plus de la moitié de mes allocations. Ne serais-je plus handicapée grâce à mon conjoint, demande-t-elle. Pour remédier à ce problème, je cherche un travail dans le secrétariat. Soit on ne me répond pas, soit il n'y a pas de place vacante adaptée pour moi. Que dois-je faire? Finir ma vie seule pour pouvoir vivre un minimum, demande cette personne. Très fréquent aussi, la discrimination. Bien sûr, et là, c'est particulièrement scandaleux parce qu'on voit, ce sont des problèmes qu'on connaît, le problème évidemment de l'accès à l'emploi des personnes à mobilité réduite, ou le problème des allocations, qui est un problème structurel, et on fait tout pour... Mais concrètement, est-ce qu'il y a des recours pour cette personne? Oui. Il faudrait voir, mais oui, je pense, et en tout cas, que cette personne prenne contact avec nous. Mais vous voyez, elle est 2 fois discriminée. Elle est discriminée parce que si elle se marie ou se met en ménage, elle risque de perdre des allocations, et en plus, elle est discriminée sur le marché de l'emploi. La loi en Belgique, elle punit la discrimination bien sûr, raciale, c'est la fameuse loi Moureau, et elle punit aussi également la discrimination sur base du handicap. À côté de la loi Moureau, qui est une loi sur le racisme, vous avez une loi antidiscrimination qui protège notamment les personnes handicapées, et pour les personnes handicapées, ça va même plus loin, puisqu'on est obligé de prévoir des aménagements raisonnables en termes de logement ou de profession, par exemple, et si on ne prévoit pas les aménagements raisonnables, mais si on ne les prévoit pas, c'est de la discrimination. Donc les personnes handicapées sont normalement encore plus protégées que les autres. Je dis bien normalement parce que c'est pas toujours le cas. Pardon, Boulal, faire des exemples, entre guillemets, quand on parle de discrimination liée à la race, est-ce qu'il ne faut pas que ça aboutisse à des procès? C'est pas ce que vous attendez? Si, mais nous entamons des procès. Le problème, c'est que, pour être franc, des fois le parquet ne suit pas ou le tribunal ne suit pas. Et donc ça, c'est difficile à établir aussi. Parce qu'il y a un problème de preuve. Vous êtes persuadé d'avoir été victime de discrimination, et puis il faut constituer les preuves. C'est normal parce qu'il y a une présomption d'innocence. Et qu'est-ce qu'elles peuvent être? Là, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qui est considéré comme preuve devant un tribunal? Ça dépend du cas d'espèce. Des fois, on a des preuves, que ce soit des mails ou des témoins directs. Et puis des fois, on n'en a pas, et on essaye alors à ce moment-là de travailler sur un faisceau d'indices, et des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Donc c'est pas une science exacte, l'antidiscrimination. On fait vraiment ce qu'on peut comme on peut. Maintenant, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un grand atout dans la loi antiraciste qu'il n'y a pas par rapport aux autres critères. C'est que la loi antiraciste est une matière qui est visée par le droit pénal. Être raciste, c'est commettre un délit. Et donc ça, c'est peut-être aussi une réflexion. Et c'est pas le cas discriminé sur base du handicap ou du genre? Non, parce qu'il peut très bien arriver, y compris d'ailleurs dans le racisme, mais qu'on discrimine sans savoir qu'on discrimine. On peut très bien discriminer, par exemple, sur base de l'âge. Et vous avez tous les jours des tas de demandes d'embauche où on dit pas plus de 45 ans, moins de, alors que c'est tout à fait discriminatoire. Mais les gens ne le savent pas. Donc il y a des discriminations qui sont involontaires, et là il faut plutôt travailler sur les mécanismes, essayer de changer les mécanismes par la loi, par la sensibilisation, par l'information avec les professionnels du secteur, dans le logement, les agences immobilières, etc. Et puis alors, lorsque la discrimination est tout à fait volontaire, à ce moment-là, on passe dans le pénal, et à ce moment-là, on est évidemment dans autre chose. Messieurs, une dernière réflexion, il ne reste que quelques instants. Extrait de notre site internet. Que faire de ces professeurs qui manifestent ouvertement ou de manière voilée un comportement discriminatoire à l'égard des étudiants de couleur? Ces comportements de caniveau, et je cite bien sûr, sont aussi déplorables. Oui, on a ce type de plaintes, comme j'ai dit tout à l'heure, l'enseignement est le 3e secteur qui reçoit le plus de plaintes chez nous au MRAX. Et vous direz que ce sont les racines du mal? Mais écoutez, ce qui est terrible, c'est que quand vous allez à l'école, le but, c'est d'avoir un enseignement de qualité et qu'on vous traite au moins à l'école comme n'importe qui. Et on se rend compte souvent que pour les gens qui sont ce qu'on appelle les gens de couleur, les populations subsahariennes, que des fois, le mépris s'exprime aussi de la manière suivante, c'est que le prof parle plus fort et plus lentement quand l'élève est de couleur. Et ça, c'est absolument insupportable. Je suppose qu'on ne peut pas généraliser non plus. Non, il ne s'agit pas de généraliser. Mais ici, on parle de quelqu'un qui se plaint. Et que c'est un métier difficile. Oui. Simplement. Bien sûr. Il y en a, si on parle des personnes qui s'en plaignent. Est-ce que c'est pas encore plus difficile quand on parle de la difficulté de relayer ces plaintes quand on est étudiant avec l'autorité du professeur? Est-ce que c'est pas encore un peu plus difficile? Mais évidemment, parce qu'on a peur de faire pire que bien. Mais je pense que on est aussi là pour ça. Le centre, le MRAX, quand les gens viennent nous voir, on essaie aussi de trouver des solutions, discuter avec l'école. Et dans pas mal de cas, les choses se résolvent parce que les gens sont de bonne volonté, les enseignants sont de bonne volonté. Puis quand ça va pas, on essaye de lutter. Merci à tous les deux.